Bonjour à toutes et à tous, je suis Olivier Ban, co-directeur du pôle 3C et nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Mathieu Pailleur qui est le directeur du bureau de développement de l'hydrogène vert et des bioénergies au ministère de l'économie, de l'innovation et de l'énergie depuis décembre 2021. Auparavant, il a occupé différents postes dans le domaine de l'efficacité énergétique et de la transition énergétique. Donc, Mathieu va nous parler pendant environ 45 minutes du rôle de l'hydrogène vert et des bioénergies dans l'atteinte de la carboneutralité. Puis nous aurons une période de questions et réponses. Donc, n'hésitez pas à écrire au fur et à mesure vos questions dans le chat. Donc, sans plus tarder, je laisse la parole à Mathieu Pailleur. Merci Mathieu. Merci, Monsieur Ban, Mathieu Payeur. Bonjour. Bonjour à vous tous. Je suis bien heureux. Merci aux organisateurs de ce webinaire. Toujours un grand plaisir de venir parler du sujet passionnant des énergies renouvelables, notamment de l'hydrogène vert et des bioénergies. J'espère pouvoir vous fournir quelques lumières sur la thématique. N'hésitez pas effectivement à poser vos questions. Je n'ai pas la prétention, au contraire, d'avoir réponse à tout, mais on pourra avoir au moins les échanges. Je pense que ça peut faire cheminer définitivement la situation. Donc, écoutez, sans plus tarder, je débute. Voilà, donc toute bonne présentation au niveau de la place de l'hydrogène vert et des bioénergies débute d'abord avec une prise de conscience par rapport à la situation énergétique du Québec. Donc, on est privilégié, comme vous le savez, au Québec d'avoir autant d'électricité propre, donc beaucoup d'hydroélectricité, des centrales de cogénération aussi qui permettent d'avoir de l'électricité, de l'éolienne, etc. Mais il faut toujours garder en tête que cette énergie électrique-là, ben, elle constitue là, à peu près 41% finalement de la consommation totale, et puis à laquelle on peut ajouter peut-être les biocombustibles qui viennent rajouter finalement une proportion d'énergie renouvelable dans le mix, mais on est très loin du compte quand on pense à la décarbonation de l'économie et de la consommation énergétique au Québec. On a moins de 50% finalement de la consommation totale là, qui est de nature renouvelable. Évidemment, si on regarde le bilan des GES et l'usage de ces énergies-là, on constate assez rapidement que, évidemment, le secteur du transport, le secteur industriel sont les deux secteurs dans lesquels on va émettre plus de gaz à effet de serre, notamment parce que, ben, tout simplement, on y consomme beaucoup d'énergie fossile, particulièrement vrai dans le secteur du transport, où on a des enjeux significatifs, des défis devant nous significatifs au niveau de la transition énergétique. Pour des raisons technologiques, pour des raisons aussi logistiques, donc comportementales, il y a effectivement un usage historique de l'énergie dans ces différents secteurs d'activité. Puis dans certains cas, ben, c'est plus difficile finalement de changer carrément nos habitudes. Donc on peut évidemment penser de brancher les véhicules électriques plutôt que d'aller à la station. C'est une façon de faire qui est différente. Il faut réfléchir autrement. Donc voilà. Si je poursuis, ben évidemment, on a beaucoup d'électricité, mais on n'aura jamais assez. Mais en fait, on va toujours avoir des besoins grandissants, je dirais, au niveau de l'électricité, parce que, bon, de façon très théorique, si on souhaite décarboner le Québec, ben, on pourrait électrifier tout usage essentiellement, donc on réussirait à décarboner entièrement. Évidemment, il faut avoir un certain recul au niveau du réalisme de la chose, donc plein de contraintes techniques, économiques aussi, puis même de nature très réaliste, là, c'est pas possible d'utiliser l'électricité pour tous les usages énergétiques et autres besoins là, que comblent les énergies au Québec. Donc, il va falloir garder finalement ces électrons-là pour les meilleurs usages. Donc, s'assurer d'abord et avant tout d'en réduire l'utilisation par l'efficacité énergétique, on va y venir, mais aussi d'utiliser finalement ces électrons-là de façon efficiente pour éviter justement d'avoir à, d'une part, investir, mais d'une autre part aussi créer beaucoup de pression sur les écosystèmes pour produire davantage d'énergie. Donc, avoir toujours cette croissance-là qui peut être contrôlée idéalement, là, on l'espère. Maintenant, un élément qu'on oublie trop souvent, c'est que justement, on a beaucoup d'énergie au Québec. On a 50% à peu près qui est renouvelable, mais on a énormément de pertes aussi. Et puis, il y a là aussi une belle occasion finalement d'aller récupérer l'énergie qui est présentement utilisée, qui est présentement injectée finalement dans le système énergétique au Québec.
Si on regarde rapidement, dans le fond, dans le secteur des bâtiments, c'est à peu près le quart de la consommation qui est tout simplement perdu en chaleur principalement. Même chose dans le secteur industriel où là, on parle du tiers de la consommation qui est tout simplement perdu, qui n'est pas utile finalement pour le travail là, qui est requis. Le secteur du transport, c'est un cas un peu particulier où effectivement, il y a énormément de pertes, plus de complexité à aller récupérer ces énergies, mais effectivement, quand on réussit à faire des transitions vers d'autres modes de transport, quand on réfléchit la logistique autrement, ben, on peut avoir des gains significatifs au niveau de ces pertes-là aussi. Donc, au-delà de ces pertes-là qui peuvent être, je dirais, plus directes là, sur, par exemple, des efficacités limitées au niveau de l'utilisation du chauffage, des choses comme ça, on peut aussi souligner, dans le fond, que même au niveau du système électrique en soi, on parle de 23% de toutes les pertes dans le système énergétique qui sont liées vraiment au système électrique. Donc, on parle ici du transport de l'électron entre le site de production et le site de consommation. Donc, ces grandes distances-là font en sorte qu'on a des pertes. Donc, puis ils ne sont pas négligeables. Si on regarde finalement toute la production d'énergie électrique au Québec, on était dans les eaux de 200 TWh, grosso modo. Ici, on parle quand même de chiffres qui sont significatifs au niveau des pertes, que ce soit autant au niveau du système électrique en soi que de l'efficacité énergétique finalement dans le secteur industriel, dans le secteur des bâtiments. Donc, beaucoup de pertes qui devraient être exploitées davantage pour venir répondre à nos besoins essentiels au niveau de l'énergie. Et puis, c'est quelque chose où on doit faire une amélioration là, au niveau du Québec. Évidemment, quand on parle de transition énergétique, il y a deux aspects, je dirais, si je résume. Le premier morceau, c'est la demande énergétique. Donc, ce qu'on vise à faire, évidemment, c'est de réduire au maximum le besoin énergétique. Donc, vraiment s'assurer que les besoins sont limités au maximum de ce qui est requis essentiellement, et puis qu'on répond finalement de façon la plus efficace possible à ces besoins énergétiques-là. Évidemment, il y a des réflexions et puis des discussions, positionnement social à prendre sur la demande énergétique, par exemple sur la croissance finalement du secteur industriel, des choses comme ça. Il y a des positions à prendre, des réflexions. Mais il y a aussi des réflexions qu'on doit faire sur comment on va approvisionner cette énergie-là. Donc, quelle est l'offre énergétique qui va nous permettre de répondre avec de l'énergie renouvelable aux besoins, à la demande en énergie. Puis évidemment, quand on regarde le volet de l'offre énergétique, ben, on va vouloir utiliser au maximum l'électrification directe parce que c'est tout simplement plus efficace. Puis encore une fois, parce que le Québec est très choyé d'avoir autant de ressources hydroélectriques notamment, qui nous permet aussi de faire du stockage, donc beaucoup d'intérêt. Mais une fois que je dis ça, ben, comme je le disais tout à l'heure, l'électrification directe n'est pas une possibilité dans tous les cas de figure. Donc, on va se tourner maintenant vers les bioénergies, vers l'hydrogène vert, qui va nous permettre finalement d'aller combler essentiellement des trous laissés libres par l'électrification directe dans les stratégies. C'est ce qui nous mène finalement au lancement en 2022 de la stratégie gouvernementale sur l'hydrogène vert et les bioénergies, qui vise essentiellement à développer, à capitaliser sur la présence des ressources naturelles que nous avons au Québec pour justement développer davantage d'hydrogène vert, de bioénergie, avec l'objectif ultime de décarboner, de renforcer l'économie du Québec. Donc, on veut développer des nouvelles filières énergétiques pour nous permettre de favoriser la décarbonation du Québec. C'est vraiment l'objectif premier au niveau de la stratégie. Cette stratégie-là est constituée de 5 principes directeurs. Le premier étant la complémentarité des usages avec les bioénergies, l'hydrogène et l'électrification directe. Donc, encore une fois, si on peut électrifier directement, c'est plus pertinent d'y aller comme ça. Différents principes directeurs là, que je ne passerai pas nécessairement en revue. Le cinquième que je voulais quand même soulever en passant rapidement, c'est la contribution à l'autonomie et la sécurité énergétique. Donc, ça aussi, c'est un volet qui est, je dirais, un peu souvent mis de côté, le volet de la sécurité en approvisionnement énergétique qui est significatif. Donc, si demain matin, on avait réussi à électrifier l'entièreté de l'économie du Québec, bien évidemment, ça ne vient pas sans difficulté ni sans risque. Donc, c'est sûr que si on réussit à avoir une diversité au niveau de l'approvisionnement énergétique pour différents besoins, bien évidemment, ça vient renforcer la sécurité énergétique. Puis au niveau de l'autonomie, ben, il faut toujours rappeler que l'énergie fossile qu'on consomme au Québec, on parlait de 50% grosso modo tout à l'heure,
Ben, c'est de l'énergie, finalement, c'est des produits essentiellement qui sont importés au Québec. Donc, il y a nécessairement un gain économique à réussir à produire davantage d'énergie renouvelable au Québec et à la consommer au Québec. Donc, pour éviter finalement d'avoir cette importation d'énergie fossile qui font en sorte qu'on a une sortie de capitaux, qu'on a une balance commerciale qui est négative. Donc, on a un avantage d'une part sur le volet économique, mais évidemment aussi, on a un objectif très environnemental finalement sur lequel on veut agir. De façon très globale, encore une fois, sans rentrer dans tous les détails, la stratégie est constituée de trois axes principaux. Vous les avez ici avec les différents objectifs. Premier axe vise vraiment à favoriser l'environnement d'affaires, donc favoriser les investissements pour développer les capacités de production et l'utilisation finalement des énergies hydrogène vert et bioénergie. Ensuite, le deuxième axe qui vise la connaissance, l'innovation, donc comment on réussit à évaluer finalement les meilleurs usages de ces énergies-là, donc les études au niveau technique, au niveau économique, donc tous les aspects de modélisation, évidemment, vont faire partie de ce deuxième axe qui est très important pour le positionnement stratégique finalement du gouvernement, mais aussi des acteurs dans la société. Et le troisième axe, qui est vraiment de favoriser la collaboration, l'information, la promotion. Donc, d'expliquer essentiellement quelle est la place justement de ces filières énergétiques-là, de démystifier un petit peu la proposition finalement qui peut être faite et de favoriser aussi la mobilisation. Donc, évidemment, quand on parle de transition énergétique, ben, c'est un peu utopique de penser qu'il pourra y avoir une transition strictement technologique. Il va vraiment falloir avoir un changement au niveau des usages, finalement, au niveau du volet comportemental. Donc, ça prend la mobilisation, l'investissement finalement des différents partenaires, des différents acteurs du milieu pour vraiment avoir une influence puis réussir à créer cette transition énergétique-là qui est souhaitée. Quand on parle de l'hydrogène vert, vous m'entendez en parler depuis le début, ben, on parle principalement d'hydrogène décarboné, d'hydrogène renouvelable. C'est comme ça qu'elle est définie dans la stratégie gouvernementale. Donc, on parle principalement de production d'hydrogène à partir d'électrolyse. Donc, essentiellement, on prend de l'eau, la molécule d'eau, H2O, on vient libérer l'oxygène en utilisant de l'électricité qui est renouvelable. Et on se trouve à libérer finalement l'hydrogène en tant que tel qu'on peut maintenant stocker et utiliser. Donc, c'est principalement ce qui est visé, mais il y a aussi, bon, par gazéification et différents procédés au niveau de la biomasse, qu'on peut aller extraire finalement la molécule d'hydrogène pour la stocker, dans le fond, avec différents procédés. Donc, c'est vraiment de ça dont on parle quand on parle au Québec d'hydrogène. Ce n'est que l'hydrogène renouvelable qui va être d'intérêt. Au niveau des bioénergies, on est vraiment dans une perspective de circularité. Donc, on est vraiment dans l'objectif d'utiliser finalement la matière résiduelle pour en produire de l'énergie. Donc, il n'est pas question ici d'aller couper des arbres complets pour en faire de l'énergie. On n'est vraiment pas dans cette logique-là. Par contre, il y a effectivement beaucoup de potentiel au niveau des ressources qui sont disponibles et qui sont présentement non valorisées. Donc, il est possible d'en faire plus, mais évidemment, encore une fois, il y a un aspect comportemental dans cette transition-là, puis il y a des aspects évidemment technologiques, parce qu'il faut récupérer la matière, la transformer et l'utiliser par la suite. D'ailleurs, au niveau de la disponibilité de la ressource en tant que telle, ben, ce qu'on sait essentiellement, c'est qu'au Québec, il y a beaucoup de biomasse. Quand on parle de biomasse, on parle autant de biomasse forestière, donc qui constitue à peu près 80% de la disponibilité en matière au Québec. Mais on parle aussi, bon, de résidus municipaux, de traitements agricoles, des produits agricoles, des résidus, etc. Donc, on peut en faire du biogaz, on peut en faire du gaz naturel renouvelable et d'autres produits, évidemment. Je reviens sur la biomasse forestière, donc le principal potentiel là, que nous avons au Québec. Ben, on sait qu'on en a au Québec, mais ce qui est intéressant aussi de noter, c'est que c'est un potentiel qui est réparti un petit peu partout dans la province. Donc, vraiment, se trouve une belle opportunité, non seulement pour réussir à développer une nouvelle filière énergétique qui va permettre d'atteindre les objectifs de la carboneutralité que nous avons, mais en plus, il y a une opportunité de faire du développement énergétique, du développement économique régional. Parce que dans chacune des régions, on a cette ressource-là, puis plutôt que de centraliser une production de n'importe quel produit énergétique qu'on peut tirer de la biomasse forestière, ben, il y a une opportunité de développer un petit peu plus régionalement, finalement,
les capacités d'approvisionnement, donc toute la chaîne de valeur à l'échelle régionale qui peut être développée. Donc, une belle opportunité, encore une fois, que nous devons saisir pour la suite des choses. Donc, la question qui se pose maintenant, maintenant qu'on sait, bon, on a de la ressource, elle est en quantité limitée, tout comme l'électricité et sera toujours en quantité limitée. La question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on veut faire de cette biomasse-là? Quels sont les impacts optimaux ou les critères, dans le fond, qui devraient guider justement le choix de l'usage optimal qu'on souhaite faire avec la biomasse disponible? Est-ce qu'on veut s'assurer d'avoir une séquestration de gaz carbonique le plus élevé? Est-ce qu'on veut en tirer un maximum d'énergie? Est-ce qu'on veut favoriser, comme je le mentionnais, le développement économique régional? Est-ce qu'on veut venir agir sur la pointe électrique? Parce qu'évidemment, quand on a une pointe électrique, on a des investissements qui en recoupent. Donc, plein de bonnes questions. Et puis, pour ceux qui souhaitaient avoir une réponse claire, ben, malheureusement, la réponse n'est jamais si tranchée. C'est toujours une question de perspective. Toujours une question de considérer la problématique avec plusieurs, plusieurs critères en soi. Donc, il n'y a pas une bonne réponse, il y a une multitude de bonnes réponses qui peut varier même d'une région à l'autre ou même d'une circonstance à l'autre selon le type de projet là, qui est envisagé, le type de ressources aussi qui est disponible. À titre d'exemple, on a un petit tableau ici qui se veut plus générique pour illustrer le propos que exact, si on veut, qui vient dire, ben, essentiellement, si on a 10 tonnes métriques de biomasse, ben, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, on peut en tirer différents produits avec différents procédés industriels qui existent, qui sont tout à fait connus et matures. Donc, on part de la gauche, résidus forestiers avec un taux d'humidité, ben, on peut en tirer l'équivalent de 36 mégawattheures d'énergie. Donc, en le faisant brûler carrément, on prend des copeaux, on les fait brûler, voici ce qu'on peut en ressortir. Maintenant, si on tombe dans un volet un petit peu plus industriel, on convertit ces résidus-là en granules, donc on les assèche, tout ça, le niveau d'humidité étant réduit, on se trouve à avoir une énergie qui est un peu plus grande. Puis, considérant l'énergie qui va être requise pour transformer cette ressource-là en granules, ben, on a quand même une énergie nette qui est assez intéressante. Donc, on parle de 48 mégawattheures ici dans l'illustration. Donc, si on regarde les différentes opportunités qu'on pourrait avoir de convertir vers bon, de la granule torréfiée, du biocarbone, du GNR, même de l'hydrogène, tous des produits qu'on pourrait produire à partir de biomasse forestière, ben, on constate que finalement, le meilleur usage d'un point de vue strictement énergétique, c'est de brûler la granule ou brûler effectivement le produit. Donc, le transformer le moins possible, donc éviter des pertes finalement dans cette transformation-là. Si par contre on a une perspective qui est plus réduction de gaz à effet de serre, ben là, plusieurs modèles vont nous dire, ben, on met 100% de cette biomasse forestière-là dans la production de biochar. Parce que la production de biochar, dans le fond, l'usage qu'on va faire du biochar va être souvent un amendement de sol. Donc, on va répartir le produit sur le terrain. Ben, le gaz carbonique qui est capté dans la matière, ben, va être maintenu. Donc, contrairement à si on brûle du bois, ben, on va émettre finalement les émissions le gaz à effet de serre, le carbone là, qui avait été capté finalement pendant la photosynthèse, la croissance finalement du bois. Donc, avec le biochar, on va avoir un effet qui est plus durable dans le temps si on veut venir réduire les impacts des émissions de gaz à effet de serre en traitant la biomasse qui est disponible. Donc, encore une fois, c'est pas une question à réponse unique. C'est une multitude de facteurs qu'il faut considérer. Puis ici, j'ai même pas mis dans le tableau le volet économique, évidemment, qui est une composante significative aussi. Je veux poursuivre pour amener peut-être un cas de figure particulier qui est les centrales de cogénération. Donc, évidemment, on peut utiliser de la biomasse forestière pour la brûler, comme on voyait que ça devient intéressant. Puis, si on utilise, par exemple, une certaine quantité, 10 tonnes métriques anhydre, on va avoir une certaine quantité de granules qu'on va brûler. C'est un exemple. Le procédé de centrale de cogénération, puis encore une fois, c'est des ordres de grandeur, on va venir générer l'équivalent d'à peu près 25% finalement de l'énergie qui est introduite dans le système en électricité. Donc, on prend de la granule, on la fait chauffer, ça fait tourner des turbines, ça génère de l'électricité. Évidemment, il y a une perte entre l'intrant et l'extrant. Euh, puis, ben, écoutez, on est capable de vivre avec ça parce que des fois, ça va amener beaucoup de bénéfices.
L'un des bénéfices qui est trop souvent mis de côté, mais qu'on devrait valoriser davantage, c'est le volet de la chaleur. Donc, évidemment, en brûlant cette granule-là, on va dégager énormément de chaleur qui est malheureusement trop souvent perdue dans l'atmosphère tout simplement à cause de plein de problématiques de distance et de complexité finalement d'associer finalement une usine de cogénération, par exemple, avec un consommateur de chaleur qui va avoir besoin de cette chaleur-là dans des distances à proximité. Mais si on regarde ça de façon un peu plus théorique, ben, on se trouve quand même à avoir une efficacité globale potentielle de l'ordre de 90%, 91%. Donc, évidemment, si on a ce type d'usage-là, ben, on a deux intérêts. Un premier intérêt qui est de produire de l'électricité, puis un deuxième qui va venir combler le besoin thermique, finalement, là, qui est quand même significatif au Québec. Donc, c'est un exemple qui est quand même intéressant, mais au Québec, présentement, ben, la portion chaleur, dans certains cas, elle est très limitée. Donc, on ne valorise pas suffisamment cette énergie-là. Il y en a qui le font très bien, mais de façon générale, il y a un progrès encore qui pourrait être fait de ce côté-là. Si je poursuis maintenant sur le volet plus de l'hydrogène, au niveau des usages, ben, on a un petit peu le même type de réflexion à faire, c'est-à-dire quel est le meilleur usage ou quels sont les critères qui devraient guider finalement le choix d'un usage optimal au niveau de l'hydrogène. Ben, on revient un petit peu à la question finalement de l'électrification. Parce que justement, si vous vous souvenez, en faisant l'électrolyse, ben, on se trouve à prendre de l'eau, de l'électricité, puis à générer de l'hydrogène. Puis cet hydrogène-là, dans le fond, peut être régénéré en électricité par le biais d'une pile à combustible. Donc, essentiellement, on peut voir l'hydrogène comme étant un électron stocké sous forme chimique. Donc, est-ce que l'usage peut être décarboné avec l'électrification directe? Ben, si la réponse est oui, ben, tentons de le faire le plus possible parce que ça va être la meilleure façon d'éviter des pertes, donc des coûts associés. Sinon, est-ce qu'il y a une autre solution de décarbonation qui est réaliste et qui existe? Par exemple, pour le chauffage, bioénergie vont être très intéressants. On parle de gaz naturel renouvelable, on peut parler de biomasse forestière qu'on brûle dans des chaudières, dans les bâtiments, des choses comme ça. Donc, très intéressant. On peut venir réduire la pression sur le système électrique. Maintenant, est-ce que l'hydrogène est la meilleure et la seule solution? Est-ce que c'est un usage sans regret? Donc, un usage sans regret, c'est une notion qui est introduite dans la stratégie gouvernementale sur l'hydrogène vert et bioénergie qui vise essentiellement à dire, est-ce que c'est un usage où on va venir utiliser l'hydrogène puis que je dirais, à moyen terme, on n'a pas de confiance qu'il va y avoir une meilleure solution qui pourrait vraiment combler ce besoin-là. Donc, parce qu'évidemment, si on commence à utiliser l'hydrogène dans certains nouveaux créneaux d'utilisation, ben, il va y avoir des investissements et puis on va s'assurer que ces investissements-là vont être pertinents à moyen et long terme. Donc, très important, la notion du sans regret pour regarder est-ce qu'il y a d'autres alternatives finalement que l'hydrogène? Puis si la réponse est non, ben, comment on peut aller de l'avant finalement avec l'utilisation de l'hydrogène? Cette réflexion-là au gouvernement du Québec a mené au choix de trois secteurs d'utilisation prioritaire pour l'hydrogène, toujours dans une perspective de complémentarité des usages avec l'électrification directe. Donc, vous avez le graphique là, qui schématiquement illustre quels sont les meilleurs usages pour l'électricité directe, pour l'hydrogène. Et puis, vous voyez qu'il y a quand même une zone assez significative au niveau du gris là, sur est-ce que ce serait plus l'électricité directe, est-ce que ce serait plus l'hydrogène? Donc, encore une fois, c'est très difficile de venir couper au couteau, mais quand même, on peut limiter, je dirais, l'usage de l'hydrogène à trois secteurs prioritaires. Le transport lourd, qui va inclure autant le volet routier que le volet maritime, ferroviaire ou aérien. Tout ce qui est usage industriel de l'hydrogène, puis je vais y venir par la suite. Donc, les usages classiques du raffinage, de la sidérurgie, où il y a très peu d'options pour enlever l'hydrogène comme étant un produit, parce que des fois même, c'est un intrant de procédé, non pas juste une consommation énergétique. Évidemment, tout ce qui touche la chimie verte, même chose. Donc, très difficile d'aller changer la molécule d'hydrogène. Et puis finalement, le stockage saisonnier avec lequel je pourrais duquel je pourrais parler un petit peu plus en détail tout à l'heure. Si on regarde les deux premiers secteurs d'activité, en commençant par le secteur industriel, je reprends ici des informations, vous allez voir sur les prochaines slides,
plusieurs récupérations finalement de différentes publications de l'Agence internationale de l'énergie qui nous paraît dans le fond être une référence crédible en la matière, tout simplement parce qu'ils ont énormément d'informations. Et puis, il faut toujours garder un œil critique sur ce type de publication-là, quelle qu'elle soit d'ailleurs, pour savoir que, bien évidemment, au Québec, on a une situation qui est particulière. Évidemment, on a beaucoup d'hydroélectricité, entre autres, ça nous caractérise. Mais en même temps, dans les usages, ben, on est quand même dans une perspective mondiale, à savoir les procédés de raffinage, par exemple, ou de sidérurgie, ben, essentiellement, c'est à l'international que ça se joue. Donc, au Québec, on n'est pas très différent de l'Allemagne à ce chapitre-là. Les procédés vont être similaires, vont être équivalents. Donc, les problématiques ou les usages pour l'hydrogène dans ces créneaux-là vont être similaires là, dans l'ensemble, sur l'attente de la planète de façon générale. Donc, si je reviens à la slide sur le raffinage, donc aujourd'hui, on parle de à peu près 45% finalement de la production mondiale d'hydrogène qui est utilisée dans ce raffinage-là. Puis ici, ben, il faut mettre en corrélation la consommation de produits pétroliers, donc l'essence, le diesel, tous les dérivés finalement du pétrole, qui devrait réduire avec le temps. Donc, avec le temps, ce qu'on anticipe, c'est qu'il va y avoir une réduction du besoin en hydrogène finalement pour le secteur du raffinage. Mais encore, parce qu'on ne tombera sûrement pas à zéro, même à l'horizon 2050, en tout cas pas à l'international. Donc, le besoin en hydrogène, finalement, va demeurer probablement dans le secteur du raffinage. Donc, il y a tout à fait intérêt à venir remplacer finalement l'hydrogène qui est consommé dans ce secteur-là et dans les autres secteurs industriels de façon générale par de l'hydrogène qui est décarboné. Petite parenthèse que j'aurais dû faire dès le départ. Quand on parle d'hydrogène, il y a différentes façons de produire l'hydrogène. Donc, la molécule de H2 qui se retrouve dans plusieurs produits en tant que tels. Je parlais de l'eau, mais on la retrouve aussi dans le gaz naturel fossile, donc le CH4. Et historiquement, et même actuellement, la majorité, la très grande majorité de l'hydrogène qui est consommé dans les procédés industriels ou partout à l'échelle internationale, c'est de l'hydrogène qu'on appelle de l'hydrogène gris, qui est essentiellement un dérivé du gaz naturel. Donc, on vient libérer finalement la molécule de carbone qui va se combiner avec l'oxygène de l'air pour créer du CO2, ce qui est un problème en soi. Et on va aller récupérer finalement l'hydrogène en tant que tel. Donc, c'est comme ça souvent que les industriels vont même produire l'hydrogène directement sur le site industriel en partant d'une consommation de gaz naturel, convertissant l'hydrogène, libérant le carbone. C'est comme ça qu'on procède présentement là, pour la consommation de l'hydrogène. Donc, quand même complexe d'aller changer ces procédés-là, sachant que c'est des volumes conséquents, qu'on aurait besoin d'énormément d'électrolyse, mais quand même, c'est des créneaux d'usage là, où il y aurait beaucoup de pertinence à y avoir de l'hydrogène vert plutôt que de l'hydrogène gris, qui va générer environ 9 tonnes de CO2 par tonne d'hydrogène produit. Je poursuis avec la sidérurgie. Donc, c'est un peu le même portrait. On parle de 5% à peu près de la production d'hydrogène qui est consommée dans ce secteur-là. Puis, ce qu'on voit aussi, c'est que il y a pas beaucoup, il y a quelques alternatives dans la sidérurgie, mais euh, quand même assez limitées, souvent liées justement au gaz de source renouvelable, donc au GNR. Donc, essentiellement, on peut continuer à faire de l'hydrogène gris mais en utilisant du GNR. Donc, on va se trouver à avoir de l'hydrogène qui va être considéré renouvelable, évidemment, parce que dans le fond, la source du gaz naturel serait biologique. Mais évidemment, c'est une question de coût et d'efficacité, là. Quand on commence à prendre de la matière première, des résidus, produire du gaz naturel, ensuite utiliser ce gaz naturel-là dans un procédé de production d'hydrogène gris, bon, évidemment, une question de coût, fait qu'il y a cette problématique-là. Mais essentiellement, dans le secteur de la sidérurgie, contrairement au raffinage, on anticipe plutôt à l'international une hausse au niveau du besoin en hydrogène, donc en quantité d'hydrogène, pour justement réussir à décarboner non pas les usages énergétiques qu'on va faire finalement des ressources, mais beaucoup plus les produits finaux qu'on va venir produire, parce que l'énergie intrinsèque de ces produits-là, de plus en plus, va faire partie des critères finalement que les entreprises vont vouloir aussi regarder. Donc, comment on réussit à décarboner finalement le cycle de vie de production d'une voiture? Ben,
L'acier, l'aluminium, ce sont des produits qui sont utilisés finalement dans ces produits-là. Donc, les manufacturiers vont commencer à essayer de réduire l'intensité carbone de la matière première qui va être utilisée. Donc, le cas de la sidérurgie en est un excellent pour réussir à réduire l'impact environnemental de l'acier. Si on parle maintenant de la chimie, donc présentement, énormément d'hydrogène est utilisé dans le secteur de la chimie, principalement pour la production d'ammoniac, qui est utilisé ensuite pour faire des fertilisants, par exemple, ou production de méthanol. C'est principalement les grands usages. Il y en a d'autres, mais si on résume, ça fait quand même un bon point. Et ici, dans la chimie, quand on parle de chimie verte, de plus en plus, on va voir différents procédés qui vont permettre justement de produire soit du méthanol vert, de l'éthanol, différents produits comme ça, ou de l'ammoniac, qui est un dérivé de l'hydrogène, qui va être considéré comme vert, qu'on va pouvoir utiliser donc pour faire, encore une fois, des fertilisants qui vont être à intensité carbonique moindre avec de l'hydrogène vert, ou produire des nouveaux produits énergétiques, donc du méthanol, par exemple, pour le secteur du transport maritime. Donc, c'est un produit qui pourrait être dérivé. On peut aussi produire du gaz de source renouvelable, dans le fond, à partir de la chimie, donc par procédé de méthanation. On prend de l'hydrogène, on prend du carbone, donc du carbone biogénique, par exemple, puis on le recombine. Donc, c'est un peu le procédé inverse d'extraire la molécule d'hydrogène du gaz carbone, du gaz naturel fossile, mais donc pour régénérer finalement du gaz de synthèse qui peut être utilisé finalement dans les opérations ou dans les canalisations finalement qui sont existantes. Donc, c'est de ça dont on parle quand on parle de chimie. Donc, comment l'hydrogène, comme petite molécule qui peut être combinée finalement à différents produits, peut nous permettre finalement de décarboner là où ça sera très difficile d'électrifier. Ben, la chimie va définitivement être un secteur dans lequel l'hydrogène va jouer un rôle, puis l'usage de l'hydrogène vert va aussi avoir sa place de façon de plus en plus importante finalement là, dans le futur. Si on regarde les quelques secteurs du transport maintenant, on se trouve à avoir le transport maritime où il y a effectivement beaucoup de besoins, même si présentement très peu d'utilisation, en fait, à peu près pas d'utilisation ni d'ammoniac, ni de méthanol, ni d'hydrogène, un petit peu dans le méthanol, mais on voit qu'il va y avoir un besoin supplémentaire là, dans ces créneaux-là. Donc l'hydrogène pourrait aussi venir jouer un rôle finalement là, pour réussir à décarboner finalement soit directement avec l'hydrogène, mais plus vraisemblablement par l'ammoniac, le méthanol. Mais il y a aussi les bioénergies, donc les biocombustibles, qui pourront être utilisés finalement dans le secteur maritime en complémentarité avec d'autres solutions technologiques. Quand on parle du secteur aérien, là aussi, l'électrification directe va être un défi, définitivement. Ici, on va regarder beaucoup, en tout cas ce qu'on voit beaucoup apparaître maintenant, c'est tout ce qui est kérosène synthétique, donc tout ce qui est encore le produit final de la chimie verte essentiellement. Donc, selon la projection ici de l'Agence internationale de l'énergie, on parle de 70% de la totalité de la consommation d'énergie à l'horizon de 2050 qui serait liée soit au biocarburant ou au carburant synthétique. Donc, des créneaux très intéressants, mais encore une fois, on est dans une nouvelle façon de faire les choses. Ce n'est pas des façons de faire habituelles. Quand on utilise des biocarburants, il va y avoir des conséquences, des enjeux finalement au niveau technique, au niveau économique. Puis il faut repenser finalement l'approvisionnement, bon, au niveau maritime des infrastructures portuaires, des infrastructures aussi aériennes pour l'approvisionnement de ces nouveaux produits-là. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui sont sous-jacent finalement à la réussite finalement de l'utilisation de ces nouvelles énergies dans les différents créneaux. Il faut toujours réussir à penser à l'entièreté de la chaîne de valeur, donc au niveau de l'approvisionnement, du stockage, etc., avant de penser qu'on va pouvoir avoir des équipements qui vont consommer tout simplement l'énergie là, qui va être disponible. Euh, donc, transport lourd, plusieurs solutions technologiques. Donc, évidemment, quand on regarde les véhicules plus légers qui font des distances moindres, l'électrification directe, c'est la meilleure solution, évidemment. Même chose même pour le transport léger. Ensuite, on va tomber avec les batteries, puis dépendamment de l'évolution technologique, évidemment, il va y avoir une plus grande place, une moins grande place finalement sur l'usage des batteries.
qui est limité notamment à cause du poids, à cause de son poids et aussi au temps de recharge. Donc ça, c'est des enjeux très logistiques au niveau de l'industrie, d'utiliser finalement des solutions qui ne changeront pas trop leur façon de faire les choses parce qu'un camion qui est stationnaire n'est pas très rentable. Donc, c'est des préoccupations qui sont réelles sur le marché. Donc, l'hydrogène peut venir jouer un rôle finalement pour électrifier ce type de véhicule-là. Mais on peut penser aussi à tout ce qui est biocarburant. Donc, il y a déjà des biocarburants dans l'essence, dans le diesel. Il pourrait y avoir aussi d'autres types d'électrotechnologies. On peut penser au caténaire, des choses comme ça. Donc, ça va être une multitude probablement de solutions qui vont amener la décarbonation dans le secteur du transport routier lourd. Mais ici, on le voit, donc l'électricité, les biocarburants et puis l'hydrogène qui pourrait aussi jouer un rôle. Il faudra voir, est-ce qu'au Québec, il y aura plus ou moins d'activités? C'est une dynamique qui va se faire à l'échelle internationale parce qu'évidemment, pour les manufacturiers, le Québec, c'est un très petit marché. Donc, évidemment, il va y avoir une tendance mondiale qui va aller dans une direction ou dans une autre. Puis probablement, encore une fois, puis avec quand même beaucoup de certitude, il va se trouver à y avoir plusieurs solutions technologiques pour le secteur du transport routier pour réussir la décarbonation. Je poursuis avec le chauffage des bâtiments, donc le volet thermique dont je parlais. Ça pourrait aussi s'appliquer sur le secteur industriel. Donc ici, pour le chauffage en tant que tel, on a une panoplie de solutions, de technologies finalement de filières énergétiques renouvelables, de stratégies de gestion de l'énergie qui nous font dire essentiellement qu'on ne voit pas de potentiel pour l'hydrogène en soi. Peut-être certains cas de figure, mais c'est très, très marginal. Alors que pour les bioénergies, pour faire la gestion de la pointe, pour avoir des solutions de biénergie, par exemple, on va définitivement avoir beaucoup d'intérêt. Donc, comment on peut utiliser, par exemple, la biomasse forestière pour amener de l'énergie supplémentaire thermique dans les bâtiments, dans le secteur industriel, quand l'électricité, finalement, se trouve à être limitée au niveau peut-être de la demande en pointe hivernale, des choses comme ça. Donc, c'est des considérations c'est des possibilités qui existent définitivement. Un volet qu'on regarde de plus en plus maintenant, c'est tout ce qui touche les réseaux thermiques, donc le district heating, qui est pas très populaire, je dirais, historiquement au Québec, même si on a déjà plusieurs réseaux de chaleur disponibles et en fonction au Québec de différentes tailles. Mais en Europe, énormément de réseaux de cette nature-là qui sont déployés, qui sont en opération. Et puis, il y a plusieurs avantages à mettre en place finalement des réseaux thermiques de cette nature-là. D'abord parce que ça permet de limiter beaucoup l'utilisation de l'électricité, donc cet électron précieux-là, dans des usages de chauffage, qui est une aberration pour plusieurs à l'international, mais nous, on le fait quand même beaucoup parce qu'on avait de la capacité finalement électrique pour le faire. Mais maintenant, si on veut limiter ou si on a des contraintes au niveau de l'approvisionnement électrique ou je dirais, des contraintes au niveau de l'approvisionnement en tant que tel à cause du nombre de mégawatts qui peut être livré à un site donné, définitivement, d'avoir une autre solution pour venir combler le besoin de l'énergie thermique va définitivement être très bienvenu. Ça permet aussi de valoriser les rejets thermiques dont je parlais en introduction, donc toute cette chaleur-là qui est dégagée, qui n'est pas récupérée. Évidemment, s'il y a un tuyau qui passe dans la rue puis qui permet finalement de distribuer la chaleur, ça permet aussi aux industriels et même aux bâtiments de venir générer finalement ou redistribuer finalement la chaleur qui leur est disponible. Ça permet aussi l'intégration, je dirais, plus rapide d'énergie renouvelable dans des grands volumes. Parce que en ayant des réseaux de distribution de cette nature-là, on peut réussir à centraliser des sites de production. Donc, puis quand on parle de sites de production, bien évidemment, on a la valorisation de rejet thermique qui est un approvisionnement en chaleur qui peut être disponible pour le réseau de distribution. Mais on peut aussi penser à avoir une centrale de géothermie centralisée, donc une centrale de grande taille qui vient réduire les coûts, qui vient réduire peut-être aussi les problématiques logistiques d'implanter plusieurs petites infrastructures dans les différents bâtiments. On pourrait avoir ça, on pourrait avoir ensuite, je parlais de centrale de cogénération, on pourrait aussi avoir une centrale à la biomasse, simplement brûler du bois pour faire de la chaleur ou une combinaison de toutes ces solutions-là. Donc, dépendamment des circonstances, dépendamment de la typologie, des endroits et des ressources qui sont disponibles, on pourra avoir l'une ou l'autre de ces différentes solutions-là. Généralement, toujours intéressant d'avoir cette mixité au niveau de l'approvisionnement,
parce que justement, ça vient fournir une résilience énergétique. Parce qu'en fournissant finalement de la chaleur qui provient de différentes sources, ben, le risque finalement d'être en pénurie est beaucoup moindre. Puis je reviens sur le risque de l'approvisionnement dont je parlais tout à l'heure. Évidemment, si on a une fourniture de chaleur pour les bâtiments, les industriels, à partir d'un réseau thermique qui est lui-même redondant par plusieurs filières d'approvisionnement énergétique, bien évidemment, ça vient limiter les problématiques potentielles au niveau de l'approvisionnement d'énergie, comparativement à un scénario où on serait à 100% électrifié. Parce qu'évidemment, si on est 100% électrifié, raccordé sur le réseau, on a un très bon réseau au Québec, mais on n'est pas à l'abri de perturbations. Donc, si on a une perte au niveau d'électricité, ben au moins, on se trouve à avoir le backup au niveau de la chaleur sur un réseau de chaleur. Donc, plein de volets intéressants, mais plusieurs défis, évidemment, là, pour introduire ce type d'approche-là au Québec. Euh, je passe maintenant au volet du stockage saisonnier. J'en ai parlé un peu plus tôt, mais évidemment, bon, je pars très rapidement là-dessus. Évidemment, au Québec, une des problématiques majeures au niveau de l'électricité, puis c'est vrai un peu partout, c'est l'appel de puissance. Donc, à un certain moment dans l'année, on voit ici le graphique de l'appel de puissance finalement qui a été mesuré sur le réseau d'Hydro-Québec dans la dernière année, en 2023, excusez-moi. Et ce qu'on voit dans le fond, c'est que la taille, la grosseur du fil qui amène l'électricité, pour faire une illustration, ben, est très peu sollicitée à sa pleine capacité. Donc, la distribution, la production d'énergie pourrait être augmentée. Évidemment, il y a des solutions de stockage, des stratégies de stockage qui doivent être implantées, mais on se trouve à mettre euh, des infrastructures de production et de distribution de très grand calibre pour répondre à un besoin qui est très limité dans le temps, dans l'année. Donc ici, on parle de 27 heures pour l'utilisation de la pleine capacité finalement du réseau électrique. C'est arrivé dans la période qui est identifiée ici comme étant le 3 et 4 février 2023. Donc dans cette période-là, on a atteint ce qu'on considère être la pointe, donc euh, une, une- une consommation électrique de plus de 38 000 mégawattheures mégawatts, pardon. Et donc, c'est excessivement dispendieux. Mon point, c'est principalement ça. C'est que c'est très dispendieux de maintenir un réseau de très grande capacité alors que le besoin est très ponctuel. Donc, au niveau économique, ça fait beaucoup d'investissements. Puis, plus on va y réussir à électrifier l'entièreté finalement de l'économie, ben, en quelque part, il va falloir réussir à trouver des stratégies finalement de dispersion temporelle au niveau de la consommation pour éviter justement d'avoir une période où on a une très grande consommation, puis une autre période où on tombe à plat. Donc, il va falloir réussir à avoir des solutions de stockage. Puis c'est à ce chapitre-là, finalement, qu'on regarde l'hydrogène comme solution de stockage saisonnier, notamment. Il y a de plus en plus de publications maintenant ou d'études finalement qui regardent finalement les solutions de stockage par modélisation pour comparer, ben, est-ce que c'est préférable de faire du stockage de grande capacité avec une solution de batterie ou une solution d'hydrogène? Parce que, je le répète, mais l'hydrogène, dans le fond, est un stockage chimique, dans le fond, de l'électron. Donc, on prend de l'électricité, on le met sous forme d'hydrogène, on peut le maintenir sous forme gazeuse ou peu importe, en hydrogène pendant une période très, très, très longue. Puis, on reconvertit cet hydrogène-là en électricité pour répondre aux différents besoins. Évidemment, cette chaîne d'électricité, hydrogène et électricité amène des pertes, mais ce sont des pertes qui sont connues, qui sont contrôlables. Donc, il y a une opportunité potentielle d'utiliser finalement l'hydrogène comme source de stockage. Je veux juste vous présenter à titre illustratif une étude de cas qui a été publiée l'an dernier, ou il y a 2 ans, qui a modélisé, dans le fond, un quartier dans la région de Toronto avec des conditions réelles de consommation et de production éolienne. Puis essentiellement, la question qu'ils souhaitaient résoudre, c'est de dire quelle est, d'un point de vue économique, la meilleure stratégie pour faire du stockage d'énergie, dans le fond, dans ce micro-réseau qui est strictement approvisionné par des éoliennes.
Donc, ils ont regardé d'abord une première alternative qui serait de mettre uniquement des solutions de stockage par batterie, considérant la taille finalement du besoin énergétique puis la capacité de production des éoliennes. Ensuite, ils ont fait la même comparaison en ayant un scénario strictement hydrogène. Donc, si on prend l'électricité qui est produite, on la convertit à 100% en hydrogène puis on régénère, comment ça fonctionne. Puis ensuite, ils ont regardé des scénarios hybrides où on essayait d'aller chercher finalement le meilleur des batteries et le meilleur de l'hydrogène, sachant que les batteries vont être plus efficaces sur du stockage court terme, donc plus journalier, même temporaire, même horaire, alors que l'hydrogène va être beaucoup plus sur du long terme, donc sur une période de plusieurs mois, voire sur une année, pouvoir stocker finalement de l'énergie et la restituer. On voit ici, dans le fond, le graphique comment, qui vient illustrer finalement comment la demande, le besoin énergétique est répondu par les différentes technologies dans le cas du scénario hybride. Puis essentiellement, ben, la conclusion de l'étude, c'est de démontre en fait que la solution hybride de stockage, batterie et hydrogène, est celle qui coûte le moins cher. Donc, évidemment, c'est toujours des cas de figure. Faut regarder ça avec un bémol, mais il y a vraiment une opportunité de considérer l'hydrogène comme une solution de stockage. Et ça fait partie un petit peu de la logique qu'on met de l'avant à notre ministère pour les écosystèmes énergétiques régionaux, où on va avoir beaucoup de similitudes avec le concept des micro-réseaux d'un point de vue électrique. Donc, ici sur le visuel, on voit toutes les connexions bleues qui représentent justement la portion électrique. Donc, on peut imaginer un micro-réseau ici. Donc, une connexion au réseau principal d'Hydro-Québec qui pourrait être déconnectée, je vais dire, et puis une autonomie régionale qui peut se faire à partir de modes de production d'électricité et des solutions de stockage intégrées, que ce soit des batteries ou de l'hydrogène. Et puis le deuxième volet, c'est ce que je mentionnais tout à l'heure avec les réseaux thermiques, c'est dire comment on peut avoir aussi une autonomie énergétique à l'échelle régionale en capitalisant sur les ressources thermiques qui sont disponibles, que ce soit des rejets thermiques de procédés, que ce soit des centrales de géothermie centralisées, que ce soit des centrales à la biomasse ou autres. Donc le concept même des écosystèmes énergétiques régionaux, c'est d'éviter justement d'avoir de très grandes distances à parcourir entre le lieu de production d'énergie et puis la consommation. Je reviens encore une fois sur les pertes qu'on a sur le transport de l'électricité entre les lieux de production et les lieux de consommation. Donc, évidemment, si on vient réduire ces distances-là, on vient aussi jouer sur les pertes qui sont intrinsèques au système. Donc, de plus en plus, on va vouloir regarder comment on réussit, je veux dire, à décentraliser la production d'énergie et à être à l'échelle un peu plus régionale lorsqu'il y a des opportunités, évidemment. Donc, c'est pas une solution qui est unique, au contraire, c'est plus la la multiplicité, voilà, de solutions technologiques qui pourraient justement favoriser la décarbonation du Québec en capitalisant justement sur leurs ressources qui sont divisées un petit peu partout sur le territoire. Je vais conclure ici sur quelques petits points. Donc, évidemment, je vous ai mentionné plusieurs choses au niveau des besoins énergétiques, au niveau des opportunités que nous avons au Québec pour développer de nouvelles capacités de production et l'utilisation d'énergie renouvelable qui serait produite au Québec. Mais évidemment, ces solutions-là vont évoluer grandement. Donc, c'est très difficile de prévoir que sera l'avenir dans le futur, quel sera l'avenir énergétique. Est-ce que les technologies qu'on envisage aujourd'hui comme étant les meilleurs choix le seront toujours, considérant l'évolution des technologies? Et si vous avez un graphique qui est encore tiré de l'Agence internationale de l'énergie, qui vient comparer, dans le fond, la disponibilité des technologies en 2021 et en 2023, puis on voit qu'évidemment, il y a toujours une évolution. Donc, ici, plus précisément, on dit, ben, pour faire le scénario net zéro en 2021, voici les technologies qui étaient disponibles, alors qu'en 2023, on fait le même exercice, on voit qu'il y a eu une évolution finalement dans la disponibilité commerciale des solutions technologiques. Donc, il va falloir garder ça aussi en tête lorsqu'on fait les analyses. Le deuxième point, c'est que la hiérarchisation des solutions, donc les meilleurs usages, vont être aussi un processus itératif. C'est lié au développement technologique, mais c'est aussi lié à la façon dont on perçoit et on utilise l'énergie, en fait, dans nos usages réguliers.
Et à ce chapitre-là, ben, il y a une réflexion stratégique à faire pour se projeter finalement dans le futur énergétique. Et c'est ce qui est proposé de faire avec le plan de gestion intégrée des ressources énergétiques, qui fait partie présentement du projet de loi 69 qui est à l'étude à l'Assemblée nationale, qui prévoit justement de faire une réflexion sur la demande envisagée au niveau de l'énergie. Donc, comment on se perçoit ou quelle est la vision finalement de notre société d'un point de vue énergétique dans le futur et comment on réussit finalement à fournir l'énergie pour répondre à ce besoin qu'on aura identifié. Donc, c'est un peu l'essence même du PGIR, de faire différents scénarios, de regarder vers quoi on veut s'en aller pour, au final, venir dicter et orienter finalement les investissements et les décisions qui seront à prendre pour la suite des choses. Alors voilà, sur ce, ben, écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre intérêt pour la thématique, puis je suis très heureux de prendre quelques questions s'il nous reste du temps. Merci beaucoup, Mathieu, pour